Bon, ensuite, il va falloir rappeler un anneau très important, une construction d'un anneau très important à partir d'un anneau donné, c'est l'anneau des polynômes à coefficient dans un anneau donné. Anneau de polynôme. Donc on se fixe un anneau A. Et on va considérer les polynômes à un coefficient dans A. Alors pour ça aussi, il faut se fixer ce qu'on appelle une indéterminée. Pour faire les choses un peu terre à terre, on pense à x comme un objet. Ce n'est pas un élément de A, ce n'est pas un variable, ce n'est pas un élément inconnu de A, c'est qu'un indéterminé. On a le droit d'écrire x puissance n. Mais ça ne veut rien dire, c'est juste une notation. Donc pour nous, un polynôme est une expression formelle. Un polynôme en x à coefficient dans A est une expression formelle de la forme A0 plus A1x, x majuscule. Hein. Il faut bien insister que ce ne soit pas un élément inconnu de A, pas un variable, c'est une indéterminée. Hein. Plus A2, x2, plus etc. Et ça s'arrête quelque part à n, x puissance n. Où les AI sont dans A. Et n, c'est un entier naturel quelconque. Voilà ce qu'on définit comme polynôme. C'est ce qui est la définition la plus terre à terre. Ça manque un peu de rigueur mathématique, parce qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une indéterminée? Qu'est-ce que c'est que x puissance 2? Qu'est-ce que c'est que x puissance n? Si x est un indéterminé, je ne sais pas ce que c'est x puissance 2. Donc si on fait les choses correctement, on va dire tout simplement, mais c'est plus abstrait, c'est dire qu'un polynôme, ce n'est rien d'autre qu'une suite. C'est la suite de ses coefficients. Et c'est une suite de coefficients. Je ne veux pas forcément que ce soit fini, je veux faire une suite infinie de coefficients, mais à partir d'un certain rang, il faut que tous les coefficients soient nuls. Ça, c'est la bonne définition d'un polynôme, mais ça perturbe un peu, je pense, donc je préfère être un peu plus vague et de dire qu'un polynôme est une expression formelle comme ça. Mais il ne faut donc surtout pas penser à un polynôme comme une application, ce n'est pas une fonction polynomiale, ce n'est pas la même chose en algèbre. Un polynôme ou une fonction polynomiale, c'est des choses différentes. Un polynôme, c'est une expression formelle comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est formel? C'est que si on en a deux, ils sont égaux par définition si coefficient par coefficient, les coefficients sont égaux coefficient par coefficient, degré par degré. Donc, si j'en ai deux, A0 plus A1x jusqu'à ANx puissance n, et B0 plus B1x jusqu'à BMx puissance m, ils sont égaux si et seulement si, par définition, pour tout i, on a un AI égale BI. Alors là, vous pouvez dire, bah oui, mais si n n'est pas égal à m, qu'est-ce que ça veut dire? AM, ou qu'est-ce que ça veut dire BN, si l'un est plus grand que l'autre, de M et N. Ben justement, c'est là où il faut dire que ben si on suppose AI, on met toujours A égale 0 pour I strictement supérieur à N, et BI égale 0 pour I strictement supérieur à M. Comme ça a un sens. Et ça correspond exactement à ce que je viens de dire, c'est que formellement, un polynôme, en fait, c'est une suite indexée par des entiers naturels, une suite dans A.
indexée par les entiers naturels, tel qu'à partir d'un certain rang, la suite est nulle. Tous les termes sont nuls. Et c'est ce que je viens de dire là. Mais ça, c'est important. Par définition, deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients se correspondent. Donc l'ensemble des polynômes, oui. Pour les degrés, ça... Je ne parle pas encore de degrés. Parce que je n'ai pas dit que AN, par exemple, je ne dis pas que AN est non nul. AN peut être nul ici. D'accord? Je ne sais pas quel est son degré. Ça peut même être le polynôme nul. Quand j'ai des éléments généraux, je ne sais pas. Je vais parler du degré plus tard. Ouais. L'ensemble des polynômes en X à coefficient dans A est noté accroché X. Et on en fait un anneau en définissant deux lois. Alors justement, en utilisant la structure d'anneau sur A, je peux donner une structure d'anneau à l'ensemble de tous les polynômes en X à coefficient dans A. Pour l'addition, je prends deux polynômes. Si je veux faire ça correctement, voilà, l'un a peut-être n plus 1 terme et l'autre a peut-être n plus 2 termes dans l'écriture. Pour le premier terme, c'est clair, je vais additionner coefficient par coefficient. Et je continue comme ça. Si je veux écrire le dernier terme pour bien savoir que c'est un polynôme, ça s'arrête quelque part. Moi, je ne sais pas lequel des deux est le plus grand, donc je pose L le maximum de M et N. Et j'ai calé jusqu'à x puissance L, où j'ai comme coefficient A indice L plus B indice L, où il est toujours sous-entendu que A indice L est 0 si L est supérieur à N et B indice L est 0 si L est strictement supérieur à M. Comme ça, je ne m'embête pas. C'est un petit point délicat. Justement, c'est parce qu'on a commencé avec cette définition-là, qui est peut-être plus terre à terre que la bonne définition, mais qui a l'inconvénient que du coup, on est un peu embêté rien que pour définir la somme. Ça, c'est l'addition. Et pour le produit de deux polynômes. On n'est pas embêté du tout. Si les polynômes n'ont pas le même nombre de termes. Parce que là, on a la formule habituelle, donc je vais dire que le produit, c'est le polynôme C0 plus C1x plus C indice m plus n, x puissance m plus n, ou C indice k. C indice k, donc le coefficient de x puissance k, c'est donc A0, donc bon, peu importe par quoi on commence, oui, A0 bk plus A1 bk moins 1 plus etc. jusqu'à A indice k b indice 0. Toujours avec l'idée que voilà, les coefficients sont nuls dès qu'on dépasse n ou m, respectivement. C'est la définition habituelle de produit de polynômes et de somme de polynômes.
Donc c'est un exercice de vérifier qu'effectivement accroché X est un anneau, en s'appuyant sur le fait que A est un anneau, bien sûr. Donc la chose importante, c'est qu'on peut peut-être dire en proposition, accroché X est un anneau. Sous-entendu que A est un anneau, bien sûr. On peut préciser, il est unitaire si A l'est, il est commutatif si A l'est, etc. Ou pas, etc. Donc on peut considérer comme ça l'anneau d'un polynôme en X, la coefficient dans Z, et d'autres anneaux de polynômes que vous avez déjà vus. Et ils vont être très importants pour la construction de nouveaux anneaux par quotient. Ça permet de construire des anneaux intéressants qu'on ne saurait pas construire autrement, je pense. Bon, qui dit polynôme pense quand même à substituer quelque chose pour x. Donc je dis bien substituer pour x. Je ne dis pas penser à x égale à un élément de l'anneau, mais on peut remplacer x par un élément de A. Et on appelle ça l'évaluation d'un polynôme en A. Donc si on a dans le cadre suivant, soit A un anneau, et petit a un élément de A. Si je me donne en plus un polynôme dans A crochet x, on peut donc écrire P comme A0 plus A1x plus A indice n x puissance n. L'évaluation, on appelle ça l'évaluation de P en A, est l'élément noté P de petit a de A, défini par P de petit a. C'est justement dans cette expression-là, je vais remplacer x par petit a. Donc ça me définit bien un élément de A. Et on note aussi, donc, du coup on peut en faire une application qui a tout polynôme associe son évaluation en A. Donc je vais noter F indice A, l'application de A crochet x dans A, définie par, on envoie un polynôme P sur son évaluation en A. Donc c'est l'application d'évaluation en A. Et je trouve que c'est un morphisme d'anneau. Ça, c'est pas compliqué à vérifier. Parce que si vous faites une somme de polynômes et après vous substituez pour xa, ou vous faites d'abord la substitution pour xa et après la somme des résultats, ça donne la même chose. Et pareil pour le produit. Donc ça, c'est facile à vérifier. Une proposition. Donc soit A toujours un anneau. Et petit a un élément de A. L'application d'évaluation en A, donc de A crochet x dans A, est un morphisme d'anneau. Plus explicitement, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez une somme de polynômes, vous l'évaluez en A,
c'est la même chose que les termes évalués en A et après additionnés. Si vous avez un produit de polynômes que vous évaluez en A, c'est la même chose que les évaluations, le produit des évaluations. Et bien sûr, pour le polynôme 1, donc c'est le polynôme constant avec A0 égale 1, le polynôme 1 évalué en A, c'est bien 1 dans A. Parce que si j'ai ici P égale 1 plus 0, etc., si je remplace X par 1, par A, ça me fait 1. Donc je vite quand même dire ce que ça veut dire explicitement, que l'évaluation en A est un morphisme nano. Donc ce morphisme est satisfait les conditions suivantes. Petit i, si je restreins l'évaluation en A, vous voyez, on peut considérer A, je ne l'ai pas dit, mais on peut considérer A comme sous-anneau accroché X. J'ai qu'à considérer les polynômes constants, on dirait. Hein. Tous les polynômes de la forme A0. On peut donc identifier A avec les polynômes constants. On appelle ça les polynômes constants, qui ne dépendent pas vraiment de X, où X n'intervient pas, où tous les coefficients devant des puissances supérieures de X, c'est des zéros. Et si on regarde bien la structure d'anneau sur accroché X, ces polynômes-là, ces polynômes constants, on les additionne et les multiplie exactement comme on multiplie les éléments de A. Donc on peut considérer A comme sous-anneau de accroché X. En tout cas, A est un sous-ensemble accroché X. Je peux restreindre ce morphisme en A. Et l'évaluation restreinte en A, c'est l'identité sur A. Bien sûr, parce que évaluer un polynôme constant en A, ça me rend le terme constant. Et deuxièmement, l'évaluation en A envoie X sur A. Ça, c'est des propriétés complètement triviales, qui ont l'air un peu compliquées, parce que voilà, c'est formel. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, le morphisme d'évaluation est l'unique, et encore une propriété universelle, c'est l'unique morphisme avec cette propriété. Le morphisme d'évaluation en A est l'unique morphisme d'anneau de accroché X en A avec cette propriété. Ça va mener à une propriété universelle de l'anneau des polynômes. Vous allez voir ça après. Bon, je vais expliquer un peu la démonstration. Pour l'unicité, c'est comme toujours, vous supposez que vous avez un autre morphisme f de A accroché X dans A, dont la restriction en A, c'est l'identité sur A équivalent X sur A. Et en calculant f sur un polynôme quelconque, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est le morphisme d'évaluation. Donc je vais laisser ça comme exercice, une démonstration. Exercice. Là, c'est très particulier. Ça dit que voilà, je peux pour tout élément de A, vous avez une question? Pour tout élément petit a de A, j'ai donc un morphisme et un seul morphisme qui est l'identité sur A et qui envoie X sur petit a. En fait, on voudrait généraliser ça où ici, je n'ai pas l'identité de A, mais j'ai n'importe quel morphisme de A dans B. Donc, le morphisme d'évaluation se généralise dans un sens suivant. Pour cela, j'ai d'abord besoin d'une petite proposition. Un peu ce qu'on pourrait dire, c'est la fonctorialité de l'anneau
donne un autre polynôme, soit f de A dans B, un morphisme d'un O, soit grand F de A crochet X dans B crochet X, défini par si je prends un polynôme dans A crochet X, je peux faire, c'est faire agir petit f sur tous les coefficients. Et donc en faire un polynôme à coefficient dans B. Mais toujours en x. Un polynôme en x à coefficient dans B. Pardon, là c'est A indice n. Oui, j'ai une application bien définie comme ça. Je prends un polynôme, je fais agir le morphisme sur tous les coefficients et j'ai un nouveau polynôme à coefficient dans B. Alors f est un morphisme d'un O. Donc, par exemple, je peux prendre, maintenant, on peut faire de très nombreux exemples. On a vu plein de morphismes, par exemple de Z dans Z modulo n. Ici, la réduction modulo n, j'ai donc un morphisme de réduction modulo n au niveau des polynômes. Je peux aller de Z crochet X dans Z modulo n crochet X, un polynôme à coefficient entier. Je peux réduire les coefficients modulo n et obtenir un polynôme en X à coefficient dans Z modulo n, Z. Et c'est un morphisme d'un O. Voilà, donc la démonstration, je vais le laisser comme exercice. Et voilà comment on va généraliser la proposition sur l'évaluation en A. Donc, soit f de A dans B n'importe quel morphisme d'un O. Et soit petit b un élément de B. Je vais pouvoir évaluer des polynômes dans A crochet X en B. C'est un sens. Ce morphisme d'évaluation, ça va être le morphisme suivant, soit phi de A crochet X dans B, l'application définie par phi de A0 plus A1x plus ANX puissance n. Oui, maintenant, ce que je peux faire, je veux y associer un élément de B. Les AI, je peux les envoyer dans B avec F, et j'ai qu'à remplacer X par l'élément B. Je n'ai pas beaucoup de choix, en fait. Donc, je vais faire comme ça, F de A0 plus F de A1 B plus F de N A indice N, B puissance N. Pour tout polynôme de A crochet X, j'écris ça. Donc je fais agir petit f sur les coefficients et je remplace x par b. Alors c'est le morphisme phi est un morphisme d'un O. Donc il satisfait, il y a encore une propriété universelle, il a une propriété et il est unique pour ça. Il satisfait la chose suivante. Phi restreint à A, c'est f, évidemment. Juste le polynôme A0, phi de A0, c'est f de A0. Et deuxièmement, phi de x,
si je prends le polynôme x, j'ai b. Il se trouve que phi est l'unique morphisme de A crochet x dans B ayant ces deux propriétés-là. Phi est l'unique morphisme de A crochet x dans B ayant ces deux propriétés. En fait, c'est très facile, cette unicité. Je peux l'écrire, le reste, je peux laisser à titre d'exercice. Montrons juste l'unicité. Montrons l'unicité de phi. Donc, supposons je suppose que psi est un morphisme de A crochet x dans B satisfaisant 1 et 2. C'est-à-dire que 1 et 2 satisfaites. Les conditions 1 et 2 sont satisfaites. Je dois calculer psi sur un polynôme quelconque. Alors, quand j'écris une flèche entre anneaux, bien sûr, je veux dire que c'est un morphisme d'anneau. Supposons que psi soit un morphisme d'anneau de A crochet x dans B qui satisfait conditions 1 et 2. Je veux démontrer que psi est égal à phi. Donc je vais calculer psi sur un polynôme quelconque. Psi d'une somme, c'est la somme des images. Donc ça c'est psi de A0 plus psi de A1x plus psi de ANX puissance n. Voilà, j'ai les termes, sauf le premier, c'est des produits. Donc là j'ai psi de A1 fois x. Parce qu'on peut voir ça comme ça, A1x c'est A1 fois x. Donc c'est psi 1, psi de A1 que multiplie psi de x. Et là j'ai psi de AN, psi de x puissance n. Mais x puissance n c'est x fois x fois x. Si on regarde bien la loi d'Anneau, la loi multiplicative sur A crochet x. Donc psi de x puissance n, c'est psi de x puissance n. Et donc vous voyez, psi de A0, A0 c'est un élément de A. Et on a supposé que psi satisfait 1 et 2. C'est-à-dire que psi restreint à A c'est f. Donc psi de A0 c'est f de A0. Et même psi de A1, A1 c'est un élément de A. Psi de A1 c'est f de A, A1. Psi de x, condition 2, dit que c'est B. Vous voyez, et ce qu'on obtient, c'est phi, c'est bien phi de A0 plus A1x plus ANX puissance n. C'était ça ce que c'était phi. Oui, donc c'est tout simple. Donc je laisse les autres vérifications à titre d'exercice. Donc ça, c'est une propriété universelle de l'anneau des polynômes en x à coefficient dans A. Je peux peut-être le formuler explicitement. Donc, formuler différemment. C'est complètement pareil. Formuler différemment. On a la propriété universelle A crochet x. Donc pour ça, il faut se donner un morphisme d'anneau, soit f de A dans B, un morphisme d'anneau. En fait, on appelle ça une algèbre. Je vais peut-être en parler plus tard dans le cours, mais c'est exactement ce que c'est une algèbre. Une algèbre, ce n'est rien d'autre qu'un morphisme d'anneau.
Soit f de A dans B est un morphisme d'un O, donc on se donne un A algèbre B. Une A algèbre, c'est un morphisme d'un O de A dans n'importe quel anneau, dans un anneau donné B. Soit f de A dans B est un morphisme d'un O et B un élément de B. Alors, il existe un et un seul morphisme d'un O phi de A crochet X dans B avec les propriétés que phi restreint à A c'est F et phi de X est B égale B. Donc on a vu la démonstration. C'est exactement. Ça c'est la propriété universelle de A crochet X comme un O. Oui, ça ressemble beaucoup à la propriété universelle de Z. C'est l'existence et l'unicité d'un morphisme ayant certaines propriétés. Bon, dans Z, il n'y avait pas de propriété. Il y avait un et un seul morphisme, le Z, dans un anneau A tout court. Donc c'était une liste de propriétés vides. Ici, vous avez deux propriétés. En général, vous avez des propriétés comme ça. Donc ça, c'est le moyen de construire des morphismes. Vous voyez, pour se donner un morphisme de A crochet X dans un anneau B, j'ai qu'à dire ce que le morphisme de A dans B fait et ce que c'est l'image de X. Et automatiquement, j'ai un morphisme de A crochet X dans B. Vous voyez, c'est encore une histoire d'optimalité, c'est qu'on va pouvoir définir très facilement des morphismes d'un anneau de polynôme dans un autre anneau. Oui. C'est un B algèbre. On appelle ça un A algèbre. Une A algèbre est un morphisme. C'est un peu bizarre de dire que c'est un A algèbre, c'est un morphisme. Mais bon, on peut aller un peu plus en détail. Peut-être on aura le temps de faire ça plus tard parce que c'est quand même assez intéressant comme point de vue quand on fait des extensions de corps. Une A algèbre est un morphisme d'un O. F de A dans B. Ou si vous voulez, vous dites une A algèbre, c'est un anneau B muni d'un morphisme de A dans B. Parce qu'on y pense vraiment, on pense vraiment à l'anneau B comme étant l'algèbre en question. Mais bon, comme si vous précisez un morphisme, automatiquement vous précisez le codomaine de F, là, l'ensemble d'arrivées de F. On peut aussi dire que c'est simplement un morphisme. Ça s'appelle une A algèbre. Mais bon, je ne voulais pas trop rentrer dans ces choses-là pour l'instant. D'ailleurs, comme il est unique, on va encore se permettre d'appeler ça le morphisme. On va encore l'appeler le morphisme d'évaluation d'un polynôme de A crochet X en petit b. On appelle encore phi de p l'évaluation de p en b. Et on a écrit encore p de b. Et donc il est sous-entendu que vous ayez ici p est un polynôme A crochet x. Vous imaginez, je vous donne un polynôme à coefficient dans z crochet x et je veux l'évaluer en élément de z mod 6z. Vous allez me dire, comment je fais faire? Ici, on vient de l'expliquer comment faire. C'est-à-dire, vous considérez le polynôme dans z crochet x comme un polynôme à coefficient dans z mod 6. Et après, vous pouvez l'évaluer comme auparavant en élément de z mod 6.
on écrit P de B ou aussi évaluation de P en B. Parce que c'est vraiment ça ce que c'est. On peut faire le lien avec le sous-anneau obtenu en adjoignant un élément à un sous-anneau donné. Il y a un lien. Il y a un lien avec, je vais peut-être noter ça comme BS, ou B en A sous-anneau et petit s un élément de A. Oui, BS c'était le sous-anneau de A obtenu en adjoignant l'élément petit s à B. Il y a un lien. Quel est le lien? Je prends ici B est un sous-anneau, donc je peux prendre comme morphisme de B dans A, je peux prendre le morphisme d'inclusion. Soit F de B dans A, le morphisme d'inclusion. Donc ça envoie un élément de B comme, sur le même élément, mais vu comme élément de A. Hein. F de B et F de petit b, c'est petit b, hein, plutôt petit b dans B. Sur F, le morphisme d'inclusion. Donc j'ai le morphisme de B dans A, donc j'obtiens phi, on obtient phi de B crochet X dans A. Bon là j'ai inversé A et B, hein, mais c'est pas très méchant. J'ai le morphisme qui va dans B dans A. J'ai un élément petit s dans A. Ça c'est le petit b que j'utilise là. Et donc on obtient donc un morphisme comme ça, phi de Bx dans A. Déterminé par, complètement déterminé par phi restreint à B, c'est F, et phi de X, c'est petit s. En fait, on sait ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait, phi? Si je prends un polynôme à coefficient dans B, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait agir petit f sur les coefficients, mais c'est l'inclusion. Donc f de B0, c'est B0. Mais maintenant, vu comme élément de A, f de B1, c'est B1. Et x, je le remplace par l'élément en lequel je vais évaluer le polynôme, donc par petit s. Ça, c'est des expressions qu'on a déjà vues. On a vu que l'élément général de B crochet S, le sous-anneau de A obtenu en adjoignant petit s à B, l'élément général était de cette forme-là. Donc vous voyez, on va tout de suite, après cette formule, on a donc que l'image de phi, c'est B crochet S. Parce que tout élément de l'image de phi est un élément de la forme, de cette forme-là qui est à partir de B crochet S, et réciproquement, tout élément de cette forme-là est dans l'image de phi, parce je suffit inversement remplacer S par X. Oui, c'est complètement tautologique. Et donc là, du coup, on a une autre démonstration du fait que B crochet S soit un anneau, un sous-anneau. Cela redémontre que B crochet S est un sous-anneau. Le sous-ensemble B crochet S est un sous-anneau de A. D'accord? Donc ces sous-anneaux qu'on savait construire en adjoignant des éléments à des sous-anneaux donnés, en fait on peut le voir comme ça. Ce sous-anneau-là, c'est des images par des morphismes d'anneaux.
Ok, donc maintenant, effectivement, il faut qu'on parle de degrés de polynômes. Pour ça, il est utile aussi de parler du coefficient dominant, si on veut après écrire proprement les règles de calcul pour le degré. Donc soit A est un anneau, bien sûr, soit P, A crochet X, un polynôme. Si P est non nul, on peut écrire comme A0 plus A1x plus AN x puissance n avec A indice n non nul. Il faut que P soit non nul, sinon si P est nul, évidemment, je ne peux pas l'écrire comme ça avec AN non nul. Et ça définit pour un unique entier naturel n. Ça définit aussi l'entier n. Donc AN, on appelle ça le coefficient dominant, plus par extension du coefficient dominant d'une fonction polynomiale. Hein. Vous savez, quand vous considérez les fonctions polynomiales à coefficient réel, par exemple, ce coefficient-là, on l'appelle le coefficient dominant. Donc on appelle par extension A indice n le coefficient dominant de P. Donc, je vais noter CD de P. CD pour le coefficient dominant. Mais il n'y a rien de dominant, bien sûr. Dans un anneau quelconque, je ne sais pas ce que ça voudrait dire d'être dominant. On ne peut pas comparer, on n'a pas de relation d'ordre sur l'anneau, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est juste par extension qu'on appelle ça le coefficient dominant. Et le degré de P est l'entier n. Donc notez deg de P égale n. Ça c'est pour les polynômes non nuls. Ah, d'ailleurs, je dois dire, si le coefficient dominant de P est égal à 1, on dit que P est unitaire. On appelle ça un polynôme unitaire. Un polynôme unitaire, c'est un polynôme dont le coefficient dominant est égal à 1. Donc en particulier, il est non nul, ce polynôme. Si P, c'est le polynôme nul, alors on ne définit pas de coefficient dominant. Mais par contre, on définit le degré. Le degré de P, par définition, c'est moins l'infini. Ça, on appelle ça moins l'infini. On définit ça comme étant moins l'infini pour avoir des règles de calcul valables, même si vous avez un polynôme nul. Bon, vous connaissez bien le degré, donc c'est peut-être pas la peine de donner des exemples. Les règles de calcul sont quand même règles de calcul pour le degré. Elles sont un peu étonnantes parce que voilà, je suis dans un cadre général. Ah, c'est un anneau quelconque, donc il y a des règles qui sont un peu surprenantes, c'est un peu plus faible que d'habitude. Pas pour le premier, parce que vous savez que le degré de la somme peut être inférieur, ça ne peut pas dépasser le maximum de degrés. Hein. Un polynôme de degré 24 plus un polynôme de degré 36 ne peut pas être de degré 48. Hein. Le degré va être au plus le maximum de degrés. Mais ça peut être strictement inférieur parce que, par exemple, P et Q peuvent être de même degré et les coefficients dominants peuvent s'annuler. Q peut même être égal à moins P, auquel cas, ici, vous avez le degré du polynôme nul. Hein. Je ne l'ai pas dit, hein, moi. Donc le degré prend donc des valeurs, le
degré, c'est donc une fonction de A crochet x dans l'ensemble n union moins l'infini. Et n union moins l'infini, on considère cet ensemble avec l'ordre partiel naturel, c'est-à-dire moins l'infini est plus petit que tout entier naturel. Je parle ici de inférieur ou égal, il faut donc savoir comparer. Déjà, il faut savoir ce que c'est le maximum dans cet ensemble, n union moins l'infini. Et après, il faut savoir comparer des éléments de n union moins l'infini. Et pour le produit, il y a donc si vous êtes dans un anneau général, le produit, c'est quoi déjà le degré si vous avez des polynômes non nuls? Donc, le coefficient dominant du produit, bien sûr, c'est le produit des coefficients dominants. Vous voyez, si j'ai des coefficients dominants non nuls pour P et Q, le coefficient dominant de P et Q peut très bien être nul. Non, comment dire? Non, bon. Si AN, c'est le coefficient dominant de P et BM, c'est le coefficient dominant de Q, vous allez dans ce produit trouver AN fois BM x puissance m plus n, et on s'attend à ce que AN BM soit le coefficient dominant, mais puis il peut être nul, parce que dans un anneau, le produit de deux éléments non nuls peut être nul. Donc ici, la petite surprise, c'est que le degré de P et Q, ça va être inférieur au degré de P, plus le degré de Q. Ici, c'est donc une somme prise dans l'ensemble n union moins l'infini. Et vous imaginez bien, on prend l'addition habituelle des entiers naturels, et additionner moins l'infini, ça absorbe tout le monde, c'est que moins l'infini plus x est égal à moins l'infini, bien sûr. Donc ça, c'est les règles qu'on peut dire très explicitement, très généralement comme ça. Donc on peut les améliorer sous certaines conditions. Donc il faut juste éviter la catastrophe que je viens de dire. C'est que le degré de P plus Q est égal au maximum. Sauf si P et Q sont non nuls. De même degré. Et de coefficient dominant opposé. Le coefficient dominant sans nul. Le coefficient dominant de P plus coefficient dominant de Q est égal à 0. Seulement dans ce cas-là, je vais strictement inférieur ici. Donc j'ai égalité, sauf si je suis dans ce cas-là. Ça paraît clair. Et pareil, le degré de PQ est égal au degré de P plus le degré de Q. Vraiment la formule habituelle. Sauf si P et Q non nuls. Et justement, le produit de coefficients dominants dans A est nul. Auquel cas, le degré est strictement inférieur à la somme des degrés. Bon, mais ça se démontre très facilement. Hein, donc, démonstration de ces énoncés, hein, on peut appeler ça une proposition, une démonstration, c'est un exercice. Il faut vérifier tout ça. Alors, on peut, sur des exemples, vraiment montrer que ça se produit comme ça. Hein. On va vite fait des exemples. Hein. Qu'effectivement, ces catastrophes peuvent se produire. Hein, dans Z crochet X, les polynômes à coefficients dans les entiers relatifs. Hein. Par exemple, je peux faire une somme de deux polynômes de degré 2.
pour avoir quand même des polynômes explicites au tableau. Vous voyez, là j'ai une somme de deux polynômes de degré 2. La somme c'est 2 plus 4 de degré 1. Là, vous avez degré 2. Degré 2. On a pris deux polynômes de même degré avec coefficient dominant opposé. Et donc effectivement, le degré chute. Et deuxième exemple, là il faut se placer dans un anneau où le produit deux éléments non nuls peut être nul. Par exemple z mod 6z, où 2 fois 3 est égal à 0, sans que 2 et 3 soient 0. Donc justement, je prends le polynôme 1 plus 2x. Je n'écris plus des barres, hein, j'avais déjà dit, ce n'est plus nécessaire d'écrire des barres. Et je prends 2 plus 3x2. 1, 2, 2, 3, c'est des entiers relatifs considérés comme étant éléments de z sur 6. Au revoir. Et si on calcule, là j'ai un polynôme degré 1, polynôme degré 2. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 plus 4x plus 3x2 plus 6x3. Vous voyez, mais ça, dans z modulo 6zx, c'est aussi égal à 2 plus 4x plus 3x2. Parce que 6 égale 0. Dans z modulo 6z. Vous voyez, là j'ai un polynôme de degré 1. Là j'ai un polynôme de degré 2. Et là j'ai un polynôme de degré 2. 1 plus 2 égale 3 est strictement inférieur à 2. Le produit, le degré du produit, ce n'est pas la somme des degrés. Voilà, petits exemples que vous aviez bien imaginés, je suppose. Bon, c'est tout ce que je voulais dire sur les anneaux de polynômes en une variable. Après, on peut donc généraliser. C'est que maintenant, on peut faire par récurrence. On peut bien sûr définir A crochet x1, xn comme étant, je peux prendre l'anneau en n-1 variable, en n-1 indéterminé que je suppose déjà construit, et je peux considérer le polynôme, l'anneau de polynôme en xn à coefficient là-dedans. C'est l'anneau des polynômes en x1, xn à coefficient dans A. Bon, on ne va pas l'étudier beaucoup, sauf dans deux cas, n égale 2. Le cas n égale 2, on écrit plutôt, on va plutôt considérer AXY, où Y est un indéterminé. AXY, par définition, ça va être AX, c'est un anneau. Et donc je peux considérer l'anneau des polynômes en Y à coefficient dans AX. Donc ces éléments sont de la forme B0 plus B1 Y plus Bn Y puissance n, où les BI sont dans A crochet X. C'est des polynômes en Y, en une variable à coefficient dans l'anneau de polynôme en X à coefficient dans A. C'est-à-dire les BI, c'est donc AI0 plus AI1 X plus, pour le double indice, parce que pour chaque BI, j'ai un autre polynôme en X, AI, NI, parce que là, le degré va sans doute dépendre de I. Donc, explicitement, on peut avoir ici, on a par exemple le polynôme 1 plus x, plus x2 plus 3x3 fois y, plus 1 moins 3x
fois y2 dans z crochet x, y. Mais évidemment, en utilisant la distributivité, on peut chasser tous les... Comment dire? On peut simplifier ici, on peut multiplier ici par y, par distributivité, et on peut écrire un élément de a, x, y sous la forme. Et c'est ça ce qu'on fera. Donc maintenant, je vais utiliser le sigma, là, i, j va de 0 à mn, disons, a, i, j, x puissance i, y puissance j. Où les a, i, j sont dans a. Et c'est une écriture essentiellement unique, que deux polynômes, deux expressions de cette forme sont égaux, si et seulement si les coefficients correspondants sont égaux. On retrouve ce genre de caractérisation de l'égalité des polynômes. Voilà, c'est le désavantage d'avoir cette introduction par récurrence. C'est asymétrique en les indéterminés, et du coup, pour trouver quelque chose de symétrique, il faut dire quelques mots. Il y a un moyen d'introduire correctement l'un autre polynôme en n indéterminé, ou même en nombre quelconque d'indéterminé, en collection, une famille d'indéterminés, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est un peu lourd. Ça, de toute façon, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. On va peut-être encore n égale 3. Dans ce cas-là, on regarde plutôt a, x, y, z. On ne va pas écrire ax1, x2, x3, mais plutôt ax, y, z. C'est l'anneau des polynômes en trois indéterminés. Donc un élément quelconque. En faisant un même raisonnement, s'écrit sous la forme. Donc là, vous avez, bien sûr, vous avez les monômes x puissance i, y puissance j, z puissance k. Donc pour chaque monôme, on a un coefficient, donc on a un triple indice où i, j, k vont de 0 à, disons, lm, n. Et cette écriture-là, c'est encore essentiellement unique, c'est-à-dire des polynômes, deux expressions de cette forme-là sont égaux si et seulement si les coefficients correspondants sont égaux. Et c'est des anneaux, donc on peut calculer avec en faisant les multiplications habituelles. Si jamais vous avez un doute, vous n'avez que réécrire les polynômes sous forme d'un polynôme en une variable. Comme polynôme en la dernière indéterminée à coefficient dans l'anneau de polynôme en les indéterminées précédentes. On peut toujours revenir à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'anneau des polynômes. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, on va faire une petite pause.